Le code de félicité. Du Bouddha, pourquoi ta méditation échoue. Ajahn Lee a apporté des éclairages précieux sur la pratique de la concentration, notamment sur le fait que le premier niveau de concentration juste, le premier jhana, comporte deux types de facteurs. D'un côté, il y a les causes, la pensée dirigée, l'évaluation et l'unicité de la préoccupation. De l'autre, il y a les résultats, le plaisir et le ravissement, ce dernier mot pouvant être traduit de multiples façons, y compris par rafraîchissement ou plénitude. Il a également noté que, parmi les facteurs causaux, la pensée dirigée et l'unicité de la préoccupation relèvent du versant de la tranquillité ou de la concentration. L'évaluation, quant à elle, relève du versant du discernement. Cela concorde avec ce que le Bouddha disait sur la manière de nourrir le Dhamma en s'y engageant pleinement, puis en réfléchissant à ce que l'on a fait. L'engagement réside ici dans la pensée dirigée et l'unicité de la préoccupation. Focalisez votre esprit uniquement sur la respiration et essayez de l'y maintenir, sans laisser quoi que ce soit d'autre s'immiscer pour détourner votre attention. Lorsque nous parlons d'unicité de la préoccupation, cela signifie deux choses. Premièrement, c'est la seule chose sur laquelle vous vous concentrez. Et deuxièmement, vous essayez de faire en sorte que cette seule chose remplisse toute votre conscience. C'est ici que l'évaluation intervient. Comment respirer de manière à ce que cela soit agréable dans tout le corps? Considérez la respiration comme un processus corporel global. On entend parfois dire qu'il faut se concentrer sur un point précis sous le nez, là où l'on sent l'air entrer et sortir. Certes, c'est une sensation tactile, mais le Bouddha décrivait le souffle comme un aspect de l'un des éléments du corps lui-même, l'une des propriétés du corps, et cela peut être ressenti n'importe où. Plus vous y êtes sensible, plus vous réalisez qu'à chaque inspiration et expiration, tout, jusqu'aux espaces entre les doigts et les orteils, participe au mouvement du souffle. Il y a des parties du corps que vous tendez instinctivement, ne serait-ce qu'un peu, en inspirant. Ou, surtout quand vous essayez de vous concentrer sur le souffle, vous avez tendance à créer une petite marque de tension entre l'inspiration et l'expiration, ce qui est tout à fait inutile. Si vous voulez rendre le souffle assez confortable pour faire naître le ravissement et le plaisir, vous ne pouvez pas le presser ou le contracter. Imaginez le souffle respirant le souffle, l'inspiration se déversant dans l'expiration, l'expiration s'écoulant dans l'inspiration, remplissant tout le corps. C'est alors que vous atteignez une véritable unicité de la préoccupation, où la chose unique sur laquelle vous êtes focalisé emplit votre conscience. Et votre conscience est vaste. Toutes les analogies que le Bouddha donne pour la concentration juste font référence à une conscience du corps entier. Le préposé au bain pétrissant l'eau dans toute sa boule de poudre de bain, la source remplissant toutes les eaux du lac d'une eau fraîche, les lotus assis dans un étang frais et calme, l'eau les imprégnant du haut des fleurs jusqu'à la pointe des racines, et l'homme assis, recouvert d'un linge blanc enveloppant tout son corps. Ce sont toutes des images de plénitude, d'une conscience large remplissant le corps de ce sentiment d'aisance. Mais pour y arriver, vous devez commencer par l'évaluation. Parfois, on entend dire que l'évaluation est un vacillement
ou un tremblement malheureux de la concentration, comme si vous n'aviez pas encore trouvé votre équilibre. Mais elle remplit en réalité une fonction importante et nécessaire. Pour que l'esprit s'installe confortablement avec le souffle, vous devez examiner ce qui se passe. Cela fait partie de la réflexion. L'esprit est-il bien ajusté au souffle? Le souffle est-il bien ajusté à l'esprit? Êtes-vous prêt à vous poser? Ajahn Lee met l'accent sur l'évaluation du souffle, mais vous devez aussi évaluer l'état de votre esprit. Est-il prêt à s'installer? A-t-il des préoccupations qu'il doit d'abord mettre de côté avant de pouvoir se poser? Si c'est le cas, vous devez traiter d'autres pensées, d'autres sujets pour le moment, afin de mettre l'esprit dans la bonne disposition pour s'installer, pour se sentir à l'aise ici même. Il y a un sutta où le Bouddha parle de l'effort pour s'installer avec le souffle alors qu'il y a une fièvre dans le corps ou une fièvre dans l'esprit. En d'autres termes, quelque chose ne va pas tout à fait bien. Il recommande alors de réfléchir à un sujet inspirant. Cela peut être la remémoration du Bouddha, du Dhamma, du Sangha, la remémoration de votre propre générosité, de votre propre vertu, ou même la remémoration des devas. Avec la remémoration des devas, il ne s'agit pas simplement de penser au fait qu'il existe des devas, mais de réfléchir davantage aux qualités qui font d'eux des devas. Vous réalisez que vous possédez ces qualités en vous-même. La conviction, la vertu, la générosité, l'apprentissage du Dhamma, le discernement. Elles ne sont peut-être pas pleinement développées, mais elles sont là. Ou bien, vous pouvez cultiver des pensées de bienveillance. C'est particulièrement utile pour vous extraire des conflits avec votre entourage car, lorsque le Bouddha vous demande de développer la bienveillance, ce n'est pas seulement pour un cercle restreint de personnes, c'est pour tout le monde, partout. Étendre votre esprit dans toutes les directions de cette manière peut l'ouvrir considérablement. Vous pensez à tous les êtres, partout, dans toutes les directions, et cela vous rappelle la vision du Bouddha, la nuit de son éveil. Lorsqu'il a vu des êtres partout, il mourait et renaissait encore, et encore, et encore. Cette image aide à donner de la substance à vos pensées de bienveillance. Vous commencez à voir que les problèmes de cette vie particulière sont infimes comparés à tous ceux qui se sont succédés durant tant de vies pour tous les êtres du monde. Ainsi, si un problème particulier semble oppressant, rappelez-vous, il y a eu des problèmes bien plus oppressants, que ce soit dans vos propres vies ou dans celles des autres. Les bêtises que vous avez commises dans cette vie, eh bien, tout le monde en a fait. Les bonnes choses que vous avez accomplies, la façon dont vous avez été maltraité, eh bien, c'est arrivé à tout le monde. Se souvenir de cela peut apaiser la morsure de la douleur, qui est comme une épine dans l'esprit. La bienveillance donne naissance à Samvega, et à partir de Samvega, vous êtes tout près de développer la vigilance. Ensuite, grâce à cette vigilance, vous pouvez revenir au moment présent, l'esprit prêt à s'installer. Cela peut prendre peu de temps, comme cela peut en prendre beaucoup. L'essentiel est d'utiliser vos facultés d'évaluation pour aider l'esprit à se poser, car vous allez les exercer de cette manière. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas seulement un vacillement ou un tremblement malheureux dans votre méditation. C'est l'exercice de votre discernement, car vous en aurez besoin encore et encore,
temps pour amener l'esprit à la concentration que pour aller au-delà de la concentration. Et pour aller au-delà, il faudra l'avoir exercé avec la concentration. Regardez donc ce que vous avez ici même, maintenant. Vous avez ces potentiels dans le corps. Où se trouve ce potentiel d'aisance? Où se trouve le potentiel de ravissement en ce moment? Il est là. Que faites-vous qui le bloque? Que faites-vous qui l'écrase sans ménagement? Cherchez cela. L'esprit lui-même possède un potentiel de calme. Le Bouddha le mentionne dans ses descriptions des facteurs d'éveil. Il y a un potentiel de tranquillité. Il y a un potentiel de concentration, de silence dans l'esprit. Où est-il en ce moment? Pouvez-vous assembler ces bons potentiels? Regardez attentivement ce que vous avez. Ouvrez votre esprit à ce qui est possible, compte tenu de ce que vous avez. C'est comme aller à la cuisine. Pendant toute votre vie, vous n'avez rien fait d'autre que des œufs au plat. Puis, quelqu'un arrive et vous apprend à faire d'autres choses avec les œufs. Ce n'est pas que les œufs utilisés pour le souffler soient différents de ceux utilisés pour les œufs au plat. Ce sont les mêmes œufs. C'est simplement que vous avez appris les compétences nécessaires pour en extraire d'autres potentiels. Eh bien, il en va de même pour votre esprit et pour votre corps. Asseyez-vous ici, observez votre souffle et vous verrez. Où se trouve le potentiel d'aisance? Où se trouve le potentiel de ravissement ou de rafraîchissement? Il est là. Cherchez-le. Où, dans votre esprit, se trouve le potentiel de silence? Il est là. En pensant de cette manière, vous constaterez que le souffle et l'esprit peuvent s'unir de façon de plus en plus étroite, se sentant à l'aise l'un avec l'autre. La concentration n'est alors plus forcée. Elle devient de plus en plus un état naturel de l'esprit, un état où l'esprit est heureux d'être ici, pas seulement en raison du plaisir du corps, mais aussi heureux de sa propre habileté, sachant comment gérer tout ce qui surgit dans le corps, tout ce qui surgit dans l'esprit, et éprouvant un sentiment de bien-être à l'idée d'être sur le chemin. Occupez votre corps. Ajahn Lee utilise une expression qui mérite réflexion. Le travail de concentration. Nous venons à la concentration pour nous reposer, mais pour que l'esprit se repose réellement, pour qu'il ait le sentiment d'appartenir au moment présent et d'habiter pleinement cet instant, cela demande souvent un certain travail. Les facteurs qui accomplissent ce travail sont la pensée dirigée et l'évaluation. Maintenir votre esprit dirigé vers le souffle, puis évaluer comment les choses évoluent alors que vous essayez de vous poser. Pensez à l'image du préposé au bain que le Bouddha utilise lorsqu'il parle du premier jhana, faisant pénétrer l'eau dans le tas de poudre de bain. À l'époque, ils n'avaient pas de pain de savon. Ils utilisaient une poudre qu'ils mélangeaient à de l'eau pour obtenir une boule de pâte ou une substance semblable à de la pâte à pain que l'on frottait sur le corps. Préparer cette boule revenait à incorporer de l'eau dans un tas de farine pour faire de la pâte. Il faut pétrir très soigneusement pour s'assurer qu'il n'y a pas de zone sèche et aucun endroit où l'eau s'égoutte. Tout doit se mélanger correctement. De la même manière, dit le Bouddha, à mesure que vous développez un sentiment d'aisance, de bien-être et de ravissement, vous laissez cela se répandre à travers le corps et vous le travaillez à travers tout le corps. C'est comme si vous pétrissiez le plaisir et l'aisance à travers chaque fibre de votre être. Si vous ne faites pas ce travail,
l'esprit ne pourra pas s'installer correctement. Il se peut qu'il s'égare et quitte simplement le corps tout entier. Beaucoup de gens aiment cela. Certaines personnes ayant vécu des traumatismes durant l'enfance sont assez douées pour sortir de leur corps. Mais ce n'est pas un état très stable. Vous devez revenir encore et encore aux problématiques du corps pour parvenir à une compréhension. S'il y a une douleur dans une partie du corps, comment pouvez-vous travailler autour d'elle? Comment faire en sorte que la douleur soit présente, mais qu'elle ne vous attaque pas? En d'autres termes, comment faire pour ne pas vous en imprégner? Et il est possible, lorsqu'il y a une douleur physique, que l'esprit s'installe dans le corps sans être repoussé par cette douleur. Vous apprenez à regarder tous les points confortables autour de la douleur. Il y a des années, un livre a été publié intitulé « Dessiner grâce au cerveau droit », dans lequel l'auteur expliquait qu'une bonne façon d'apprendre à esquisser le visage de quelqu'un n'est pas de se concentrer sur les yeux, le nez ou la bouche, car nous avons tendance à avoir des notions préconçues sur leur apparence. Au lieu de cela, l'auteur suggérait de regarder les espaces entre ces éléments. Lorsque vous regardez le visage de quelqu'un, quelle est la forme de la zone entre le nez et l'œil? Entre le nez et les lèvres? Entre les lèvres et le menton? Ou entre l'œil et le sourcil? En d'autres termes, concentrez-vous sur toutes les parties du visage sur lesquelles vous ne vous concentriez pas auparavant. Et cela vous permet de le voir plus clairement. Vous avez tendance à dessiner un portrait bien plus fidèle. C'est un processus similaire ici. Il peut y avoir une douleur dans le corps, mais au lieu de vous laisser aspirer par elle, vous vous concentrez sur tout ce qui l'entoure. Vous découvrirez qu'il y a là un sentiment de bien-être. Vous pouvez y puiser, puis commencer à le laisser se propager. S'il y a des schémas de tension autour de la douleur, imaginez ce sentiment d'aisance circulant à travers eux. Imaginez le souffle capable de traverser les montagnes. En d'autres termes, il peut traverser les parties solides, ou apparemment solides, de la douleur, en réalisant qu'elles ne sont pas aussi denses qu'elles en avaient l'air au départ. Elles sont beaucoup plus poreuses. À mesure que vous travaillez ainsi à travers le corps, vous constaterez parfois que de vieux problèmes refont surface, car les souvenirs peuvent rester verrouillés dans différentes parties du corps. Le souvenir soudain de quelque chose survenu pendant votre enfance peut apparaître. Une fois, je travaillais sur un point de tension chronique dans mon pied et, tout à coup, il y a eu un relâchement. En même temps que ce relâchement, j'ai eu le souvenir soudain de l'époque où j'avais 6 ans et où j'avais sauté du 2e étage de notre grange sur un tas de foin. Il s'est avéré qu'il y avait un clou dans le foin et il m'avait transpercé le pied. Je trimballais la mémoire somatique de cette blessure depuis l'âge de 6 ans. Et le fait de travailler sur la tension autour de cette zone a permis sa libération. Parfois, il ne s'agit pas d'un traumatisme physique. Parfois, il s'agit d'un traumatisme mental dont vous allez vous souvenir. Vous devez donc être prêt à voir ressurgir des choses pendant la méditation, de vieux souvenirs que vous préféreriez ne pas avoir à vous rappeler. Mais si vous possédez un sentiment de stabilité dans le reste du corps, ainsi qu'une stabilité d'esprit, vous pouvez les laisser venir, vous submerger, puis passer leur chemin et s'évanouir. S'installer dans le corps demande donc du travail
car il ne s'agit pas seulement de gérer la douleur physique ou les distractions. Parfois, de vieux souvenirs sont enfouis là, mais vous disposez des outils pour travailler avec eux. Des outils liés non seulement à la concentration, mais aussi aux enseignements sur le karma. Si vous butez sur quelque chose de désagréable venu du passé, vous devez vous rappeler qu'un processus karmique était à l'œuvre. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans tous les détails, dites-vous simplement. Il devait y avoir un processus karmique en jeu ici. Apprenez à accepter la chose telle qu'elle est, et elle devient beaucoup plus facile à gérer ainsi. À mesure que vous travaillez sur ces éléments, vous découvrez que l'esprit peut s'installer plus fermement dans l'instant présent et réellement habiter le corps. De cette façon, vous êtes plus solidement ici et une protection en découle également. Si toutes les énergies du souffle dans le corps travaillent en de concert, elles peuvent vous aider à repousser les énergies des autres. Il y avait une femme qui était venue méditer au monastère un jour. Une amie à elle travaillait en cuisine et elle avait dit à Ajahn Fuang que la femme qui venait avait un problème chronique dans sa méditation. Chaque fois qu'elle s'asseyait pour méditer, elle se mettait à trembler. Et bien sûr, elle est arrivée au monastère. Et alors que nous étions assis en groupe, elle a commencé à trembler. Ajahn Fuang avait une autre élève qui avait des facultés psychiques et il lui a dit « Examine-la, regarde ce qui se passe. » Et c'est ce que fit l'élève. Elle vit deux êtres debout derrière la femme, en train de la secouer. Alors elle s'est immédiatement approchée, dans sa vision, et a dit « Arrêtez ça, pourquoi la harcelez-vous ainsi ?» Ils se sont retournés vers elle et l'ont terrifiée au point qu'elle a dû sortir en courant pour vomir dehors. Elle est revenue et a rapporté à Ajahn Fuang ce qu'elle avait vu. Il a dit « Espèce d'imbécile, tu dois te protéger avant de t'occuper de choses pareilles. » Et la manière dont il lui a dit de se protéger était de remplir son corps d'une sensation de lumière qui accompagne le souffle, puis de diffuser beaucoup de bienveillance envers ces êtres, et alors seulement, on peut leur parler, et c'est ce qu'elle fit. Elle découvrit que ces êtres avaient été les parents de cette femme dans une vie antérieure, et la femme les avait tués. Ils n'aimaient pas l'idée qu'elle s'en sorte sans avoir à rembourser la dette qu'ils estimaient qu'elle leur devait. Un corollaire de l'histoire est que l'élève avait demandé à ces êtres que pourrait-elle faire pour rembourser sa dette, et ils ont dit « Construire une statue du Bouddha et nous la dédier. » Or, le problème était que nous étions justement en train de construire une statue du Bouddha à ce moment-là. Quand l'élève est allé voir Ajahn Fuang, il a dit « Tu ne peux rien lui dire à ce sujet, car on croirait que tu essaies d'obtenir de l'argent pour notre statue. » Il a dit de laisser l'affaire en l'état. Peut-être qu'un jour, d'elle-même, elle construirait une statue du Bouddha. Et effectivement, 2 ans plus tard, elle le fit, et les tremblements cessèrent. La leçon à en tirer est que lorsque vous avez affaire à des esprits récalcitrants, et les esprits récalcitrants incluent les êtres humains, 1. Vous devez remplir votre corps d'une bonne conscience du souffle, vraiment habiter votre corps, et ensuite, 2. Vous protéger également avec de la bienveillance dans toutes les directions vers tous les êtres. Mais pour que cela fonctionne, vous devez travailler sur les difficultés que vous avez à vous poser dans le corps. Si vous constatez que vous avez ce genre de problème, c'est un travail qui en vaut largement la peine. Faire en sorte de vous familiariser avec les différentes parties du corps que vous avez délaissées pour une raison ou une autre. Vous êtes capable de passer les zones au crible.
S'il y a une douleur chronique dans une partie du corps, comment respirez-vous autour d'elle? Comment respirez-vous à travers elle? Comment amenez-vous votre conscience tout autour? Faites en sorte de sentir que vous habitez le corps, que c'est votre espace, dans le sens où vous n'allez pas laisser la douleur vous en expulser. Bien sûr, il y a un paradoxe ici. D'un côté, nous ne voulons pas, à terme, revendiquer le corps comme étant nous ou le nôtre. Mais avant de pouvoir vraiment le lâcher, vous devez l'habiter pleinement, exploiter cet espace. Car ce n'est que si vous pouvez habiter pleinement cet espace que vous pourrez être totalement à l'aise avec votre propre esprit. Et c'est là que l'esprit peut réellement s'installer. Lorsque vous avez accompli ce travail de concentration, il arrive un moment où vous avez exercé autant de pensées dirigées et d'évaluation que possible. Vous avez obtenu les meilleurs résultats possibles. C'est alors que vous pouvez simplement siéger avec ce qui est là. Vous pouvez vous installer à l'intérieur et ce n'est plus qu'un simple processus de maintien de ce que vous avez acquis. La concentration devient de plus en plus subtile. Le fait que l'esprit soit immobile signifie que le cerveau consomme moins d'oxygène et ainsi le besoin de respirer devient de plus en plus raffiné, de plus en plus doux, jusqu'à ce qu'il puisse s'arrêter. La première fois que cela arrive, cela peut être un peu effrayant. Vous réalisez « Oh, ma respiration s'est vraiment arrêtée ». Vous ne parvenez pas à vous rappeler depuis combien de temps vous avez pris votre dernière inspiration. Mais n'ayez pas peur. Si le corps a besoin de respirer, il respirera. Assurez-vous simplement que tout dans le corps est connecté. Tous les canaux d'énergie du souffle sont reliés et l'échange d'oxygène au niveau de la peau sera suffisant pour vous maintenir en vie. C'est seulement une fois que vous avez atteint cet état que l'esprit peut s'aventurer en toute sécurité vers les états de concentration plus immatériels. Parce que vous avez appris à maintenir une perception unique à l'esprit, la perception du souffle, la perception du corps tout entier, tout en permettant à votre conscience de s'élargir simultanément. C'est cette compétence qui vous permet d'entrer solidement dans les états sans forme où la sensation du corps disparaît. Vous êtes assis ici, vous n'êtes parti nulle part ailleurs. Si vous avez besoin du corps, vous pouvez le former. C'est comme cette vieille histoire de science-fiction sur la téléportation de personnes vers la Lune. Ils travaillaient sur la technologie de téléportation et, selon l'histoire, ils devaient encore corriger quelques bugs. Le bug principal était que les os étaient plus lents que tout le reste. Ainsi, par exemple, si vous envoyiez un chat ou un lapin sur la Lune, il se déversait comme un liquide corporel sans les os. Vous aviez ce bol rempli de chats jusqu'à ce que les os arrivent. Et si, avant que les os n'arrivent, le chat avait besoin de quelque chose, il montrait soudainement sa bouche, il pouvait se transformer en bouche pendant un moment, et il pouvait parfois se lever et sauter partout d'une manière liquide. C'est la même chose lorsque vous sortez des états sans forme. Quand vous réalisez que vous avez besoin du corps pour quelque chose, vous avez de nouveau un corps. Il semble s'être dispersé, dissous entre-temps, mais quand vient le moment où vous en avez besoin, tout se rassemble à nouveau. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Maintenant, c'est différent de quitter le corps, au sens de sortir de son corps. Vous ne voulez pas faire cela, car c'est dangereux. Vous laissez votre corps sans protection, et vous êtes vous-même sans protection à l'extérieur. Mais si vous êtes ici, là même où se trouve le corps, alors même s'il n'y a plus de sensation du corps, vous êtes toujours en parfaite sécurité.
pour parvenir à cet état sans forme, vous devez accomplir le travail de concentration. Travaillez sur les problèmes du corps qui sont liés à l'esprit, afin de pouvoir habiter pleinement le corps. Le sentiment de bien-être qui en résulte permet de diffuser beaucoup plus facilement de la bienveillance envers tous les êtres récalcitrants de ce monde, envers toutes les personnes difficiles que vous allez rencontrer. Lorsque vous avez accompli le travail, c'est alors que vous pouvez vous reposer. Ajahn Lee compare les états sans forme au fait d'avoir terminé son travail et de vivre désormais d'une pension, tandis qu'être dans les états de jhana avec forme, c'est comme continuer à travailler et toucher son salaire tout en y prenant du plaisir. C'est ici que le véritable travail s'accomplit. C'est ainsi que le travail continue de porter ses fruits, avec un sentiment de bien-être et le sentiment d'être à sa place ici. Et à mesure que l'esprit est autorisé à se déployer, il se sent très spacieux. Cela devient un endroit où il fait bon être.